Bienvenue tout le monde, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que officiellement, je vais faire mes lives sur TikTok et également il y aura notre chaîne qui sera disponible, qui est le MGI News, qui sera là pour relayer toute l'actualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai un invité de marque qui connaît très bien l'actualité, surtout dans le domaine de l'éducation, de la formation et tout ce qui touche aux mathématiques et aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons essayer de décrypter ensemble la déclaration de politique, le, non, la, le passage d'Ousmane Sonko devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas y greffer quelques points d'actualité importantes, quelques points d'actualité importants. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que voilà, aujourd'hui, nous sommes avec M. Ngom Elage. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, le plaisir est aussi pour moi. En tout cas, chers abonnés, de me retrouver devant vous avec cette très belle présentation. Je suis, oui, un acteur qui travaille dans tout ce qui est sciences et technologie, mais aussi je suis un passionné de politique et un patriote. Donc, j'ai aussi un petit regard sur l'actualité sénégalaise. Voilà. Exactement. Du coup, aujourd'hui, on voulait revenir sur cet exercice inédit de questions d'actualité qu'on a eu la semaine dernière. Je pense que c'est un exercice démocratique rare de son nom dans l'histoire du Sénégal. Exactement. Et c'est très important parce que je pense qu'au Sénégal, on dit Pencum Ndaouréoumi pour désigner l'Assemblée nationale. Exactement. Et pour faire un petit comparatif, on sait tous que ceux qui vivent, en tout cas en France, le savent. Tous les mercredis, il y a question au gouvernement où le gouvernement doit répondre. C'est là où le gouvernement doit contrôler l'action du gouvernement. L'Assemblée doit contrôler l'action du gouvernement. Exactement. Donc, avoir un exercice pareil au Sénégal, ça permettra à la population d'être beaucoup plus informée de manière très directe, parce que les députés seront là réellement pour poser des questions que les citoyens même peuvent les demander de poser parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire, mais ils sont les représentants. Exactement. Du coup, franchement, ça, c'est quelque chose à saluer. J'espère que ça ne va pas se limiter à cette première fois, mais déjà, c'est un pas important vers ce que nous voudrions comme changement. J'avoue. En tout cas, ça a été une très belle, un très beau passage à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko a été à la hauteur. Et il y a différents points qui ont été abordés. Je dirais même presque tous les points qui touchent la vie, que ce soit économique, politique et même religieuse du Sénégal a été touché. Et Ousmane Sonko a eu à répondre avec ses ministres aux différentes interpellations des députés. Et aujourd'hui, nous allons essayer petit à petit de vous décrypter ou bien de faire notre petite analyse de cette situation-là pour vous montrer à quel point cet exercice était une avancée réelle pour la démocratie sénégalaise et aussi ça permet de nouer une certaine relation de confiance entre le peuple sénégalais et ses gouvernants. On sait très nettement que avant, il y avait une sorte de barrière qui existait entre l'homme politique, que ce soit le premier ministre ou le ministre tout simplement, et le peuple. Ils étaient des gens inaccessibles, on les voyait presque jamais. Et là, on a vu un premier ministre qui est accessible, un bon Sénégalais, qui maîtrise très bien ce qu'il dit, qui maîtrisait son sujet, et ça se voyait sur ses réponses. Et même parfois, il jetait des tracts aux opposants, et vous voyez que, voilà, c'est une chose qu'il a très bien réussi. Et je pense que ce qui a le plus fait buzz dans cette affaire-là, c'est surtout quand ils jetaient des tracts à certains membres de l'opposition. Et pourtant, il y a des sujets tellement importants qu'il a abordés, mais tellement il a su gérer, il a su jeter des tracts très bien à l'opposition que finalement, c'est plus resté dans la mémoire collective que... Des points marquants quand même. Exactement. Mais il faut souligner aussi l'habilité politique de Ousmane Sonko. Parce que, par exemple, il faut voir... moi, ce que j'ai retenu, je peux retenir son habilité politique, mais on connaît Ousmane, déjà, il a été très bon comme opposant. Aujourd'hui, il a les manettes en main, donc il reste bon parce que
les répliques qu'il a envoyées à l'opposition, les a encore mis, en tout cas face au peuple, que oui, exactement. On a aussi des problématiques aujourd'hui dans la manière de gérer le pays, mais vous êtes aussi responsable. Exactement. Et ça, c'est important. Mais Ousmane, là où c'est important aussi de voir que aujourd'hui, Ousmane Sonko, avec toute son équipe, toute la crème qu'il a accompagné dans la bataille de l'opposition jusqu'au pouvoir aujourd'hui, ils sont aux manettes, mais dans un exercice démocratique, on ne doit pas laisser le tout au pouvoir. C'est-à-dire que Ousmane Sonko a besoin aussi d'une opposition. Une opposition forte. Oui, cette opposition-là, si on regarde aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne reflète pas une vraie opposition parce que je pense qu'il n'y a qu'un seul groupe parlementaire de l'opposition. Les autres sont non inscrits. Pour vous dire qu'ils ont un peu écrasé aussi ce côté-là. Mais si on regarde le groupe de l'opposition qui est le groupe de l'APR, leur critique face au gouvernement n'était pas pertinente. Et ça a donné à Ousmane, grâce à son habileté, un coup de bâton, en tout cas pour encore taper sur eux. Ça a été très bien fait et c'est ce que tout le monde retient en tout cas. Et je pense qu'ils avaient un problème de légitimité aussi. Oui, mais ils essaient aussi de faire leur travail parce que dans tout exercice démocratique, on s'oppose. On ne s'oppose pas parce qu'on ne veut pas que le pays avance, on s'oppose parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc, il y aura toujours des choses à dire sur l'action de ce gouvernement-là. Ils ont de l'intention, ils ont promis des choses, ils sont en train de les réaliser, mais il y aura toujours des critiques venant de l'opposition. Et c'est comme ça qu'on améliore les choses. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça la démocratie. C'est comme ça qu'on le veut. Mais il y a des intervenants d'où l'action n'était pas impactante parce qu'ils critiquaient plutôt la forme que le fond du gouvernement. Okay. Mais moi, j'ai remarqué l'intervention d'un député, Thierno Alassane Sall. En tout cas, moi, pour être objectif, parce que je suis de la mouvance présidentielle, mais il faut aussi remarquer les bonnes choses, tu vois. Donc, Thierno Alassane, je crois qu'on a besoin d'une opposition comme ça. Il y a quelque chose, quoi, Exactement. On sent quelque chose. Exactement. Son intervention, son interpellation a été argumentée. Il a mis en tout cas des choses sur la table que le gouvernement doit porter un regard très sérieux. Ce n'est pas vraiment comme les députés qui viennent juste parler pour parler ou parler pour que. Parce qu'on sait tous que dans tous les salons de tous les foyers sénégalais, il y a la télévision qui est ouverte parce que voilà, Sonko est à l'Assemblée nationale. Chacun voudrait se montrer. Mais si on regarde vraiment dans le fond, l'intervention de Sall a été vraiment, vraiment importante. Il a souligné des points très importants. Partant du budget, du déficit actuel et comment le gouvernement va faire dérouler son budget. Sonko aussi a été habile parce qu'en le répondant, il a souligné des amalgames et tout, mais ça, c'est son habileté politique. Exactement. On ne va pas lui arriver. Mais il a essayé lui aussi. Il sait que le gars a été pertinent dans tout ce qu'il a reproché. Mais Sonko, tout simplement, s'est permis de le répondre encore sur la forme sans creuser le fond. Sur le fond, j'avoue. Exactement. Mais, franchement parlant, on a besoin d'une opposition comme ça. Parce que la critique, elle est toujours amère en général. Oui, j'avoue. Mais si on l'analyse, ça permet toujours de s'améliorer. Dire que, OK, Ousmane Sonko et son équipe, les Sénégalais les ont fait confiance, on est d'accord. Mais on doit aussi on doit bénéficier en tout cas de l'expertise de l'opposition qui n'est pas dans l'action, mais qui observe. Et ces remarques sont parfois importantes. Ça permettra toujours d'améliorer des choses. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Et du coup, même, je pense que si vous voyez que Ousmane Sonko a plus critiqué le fond, la forme que le fond, c'est que parfois, aussi les opposants, c'est des critiques qui tiennent. Par exemple, si on vous parle des stratégies pour sortir votre gouvernement des problèmes de surendettement, ça mérite des réponses de fond. Parce que ça, on te demande une méthodologie. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour aujourd'hui résoudre le gap laissé par l'APR? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un gap de 500 milliards, ni de 1000 milliards, de 3000, de 4000, non. C'est presque 2 dizaines de milliards à aller rechercher.
Et l'État doit continuer à fonctionner. Exactement. L'État ne doit pas s'arrêter et dire je vais arrêter de fonctionner parce qu'il me faut trouver de la ressource pour compenser cette dette-là. Non, l'État va continuer à fonctionner et en même temps, les créanciers attendent qu'on les rembourse. Exactement. Mais si Thierno Alassane Sall a fait cette interpellation, c'est pour demander au gouvernement quelles sont les stratégies qu'ils vont mettre en place pour que l'État ne s'arrête pas et les créanciers aussi ne nous portent pas plainte auprès du tribunal international. Exactement. Parce que vous avez contracté une dette, vous avez des engagements, vous avez des annuités, des mensualités à verser. Et ces mensualités-là, vous devez les respecter, sinon votre dette va être de plus en plus salée. C'est ça. Et donc, il serait très important aujourd'hui pour le gouvernement de nous dire, en réalité, quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place pour que l'État ne s'arrête pas et en plus, les créanciers aussi ne nous fatiguent pas sur des amendes ou ne portent pas plainte auprès du tribunal international. Ça, c'est une chose très importante où on attendait une réponse d'Ousmane Sonko. Il a bien répondu, mais il s'est plus appuyé sur la forme que sur le fond. Il a été habile. Donc, il a été très intelligent. C'est ça. Mais en réalité, est-ce qu'il avait aussi une opposition en face qui était capable de lui dire, monsieur, vous avez répondu, mais vous avez répondu sur le fond, sur la forme et non sur le fond. Exact. Là où aussi on a ce problème-là, c'est que l'opposition, je pense, a été... S'il attribue le nombre de questions par rapport au poids politique de l'opposition, ils n'auront pas beaucoup d'interventions. Je pense qu'hier, il y a des gens qui suggéraient à ce que, comme on a une opposition qui est réduite à un groupe et des indépendants, que le groupe majoritaire donne plus de questions aux opposants, parce qu'en général, ce sont des gens qui sont dans l'action. Bon, les députés ne sont pas dans l'action, ils doivent être dans le contrôle de l'action. Exactement. Mais, par exemple, on a un peu une tradition à la sénégalaise qui fait que le député qui est issu du parti de la mouvance présidentielle, en général, ne critique pas le gouvernement. Alors que ça devrait être le cas, parce que c'est des critiques qui sont toujours contributives, en fait. Parce que je suis député, je ne suis pas dans l'action, mais je suis dans le contrôle. Donc, si je vois, par exemple, un axe d'amélioration, je ne l'appellerai pas critique. Exactement. Je peux tout simplement le suggérer. Mais si, par exemple, des questions ou des interpellations pareilles viennent de l'opposition et que l'opposition n'est pas très bien représentée, n'est pas très bien représentée, parce que je pense que s'il y a 8 questions, ils n'en auront que 2. Donc, les 6 vont revenir au groupe, aux députés qui sont avec Ousmane Sonko. Même la légitimité des gens qui posent la question s'était posée aussi. Parce que si vous voyez une personne comme Abdou Karim Sall... il est légitime quand même. Non, il n'est pas légitime. Il est légitime en tant que député. En tant que député. Il est élu. Mais du point de vue moral. Oui. Du point de vue moral, Sonko l'a dit, vous avez bien demandé. Mais aussi, il y a des questions que le peuple voudrait, il y a des choses que le peuple voudrait savoir. Ça, c'est la réplique de Ousmane Sonko. Oui. Mais je suis d'accord que... ce que je dis, oui, par rapport à... Exactement. Il a été légitime parce qu'il est porté par une circonscription qui l'ont élu comme député. Exactement. Même s'il n'est pas de notre camp, on lui laisse ce crédit-là. Il y a des Sénégalais qui ont quand même fait confiance à ce type et ils ont voté pour lui. Exactement. Heureusement qu'avant-hier, Sonko l'a remis tout simplement ce qu'on dit, à sa place. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'Ousmane Sonko attendait. Et je pense qu'il y a des gens qui ont aussi souligné l'absence de 2 députés, particulièrement Abdou Mbow et Aïssata Tall Sall. Même Amadou Ba. Même Amadou Ba, que Sonko lui-même a essayé de chercher dans l'hémicycle. Il faut le chercher. Donc, voilà. Ça, c'est des gens, Ousmane Sonko a le bâton, il n'attend que ces gens-là pour taper. Oui, mais il faut qu'ils soient là. Moi, honnêtement, je m'attendais bien à ce que Amadou Ba soit là. Parce que ça aurait pu. Mais je pense que Amadou Ba. Beaucoup de satisfaction. Oui. Mais malheureusement, le gars avait fui. Je pense que s'il a quelque chose à dire aux Sénégalais, il sera là. Mais ce n'est pas un type aussi qui parle beaucoup. Je ne suis pas du tout avec lui ni contre lui. Mais c'est un type qui n'est pas... Oui, mais moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être bavard pour représenter son peuple à l'hémicycle. Oui, je suis d'accord. Mais s'il n'avait pas peut-être quelque chose à dire par rapport aux questions qu'on traitait
la semaine dernière, il pouvait se donner, par exemple, le droit d'être absent. Aujourd'hui, qu'on ne connaît pas le motif de son absence, oui, on aurait aimé qu'il soit là. Le problème, c'est qu'avec Amadou Ba, c'est tout le temps les absences. C'est ça le problème. Est-ce que lui-même, est-ce qu'il veut le poste de député qu'il a? Je crois quand même. Je pense qu'il ne le veut pas. Il s'attendait à plus. Il s'attendait à être président de la République. Il se retrouve député. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à foutre ici? Je pense que c'est lui aussi qui a choisi d'être député. Oui, mais après une déception. Oui, mais le fait qu'il soit député, moi, d'un côté, je le vois. Vous savez qu'on peut dire que tout sur Amadou Ba, mais au Sénégal, on avait une petite tradition qui faisait que si tu étais déjà Premier ministre, tu ne pouvais plus occuper aucun autre poste à part celui de président à part peut-être oui, mais je pense que lui, il est dans cette mentalité. Exactement. Aujourd'hui, au moins, il a fait l'effort de retourner. J'ai été nommé parce que Premier ministre, quand même, on vous nomme, vous n'êtes pas élu. Et il a choisi maintenant un poste électif. Oui. Ça, c'était quelque chose à saluer. Avoir un ancien Premier ministre qui accepte de devenir un représentant du peuple, ça, c'est quelque chose. Parce qu'avec Idrissa Seck, on ne pouvait pas penser à ça. Dès que lui, il a fini comme Premier ministre, je pense qu'il voyait le poste de député comme quelque chose de petit. Voilà. Donc, Amadou Ba, on peut lui accorder ce crédit-là. Ici, en France, on a vu Elisabeth Borne était députée, Gabriel Attal est encore député aujourd'hui, et François Hollande est député. Vous voyez? Donc, le poste de député, c'est un poste électif. Comme le poste de président de la République. Alors que Premier ministre, c'est quelqu'un qui a décidé et qui a pris son stylo pour vous nommer monsieur. Vous n'êtes pas du tout nommé par le peuple. Donc, c'est extrêmement important. Ça, je peux accorder ce crédit-là à Amadou. Et je peux accepter toujours qu'il est, est quelqu'un de timide et qui ne parle pas beaucoup. Mais on aurait voulu le voir plus. Exercer, en tout cas, son mandat de député. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'un mandat, c'est un mandat. Oui. Vous avez un mandat du peuple. Que vous soyez président de la République ou député, vous avez le mandat du peuple. Soit vous l'assumez, soit vous vous arrêtez. Vous lui donnez à une autre personne. Macky Sall n'a pas assumé, il a donné à Abdou Mbow. C'est tout. Oui. Mais Macky Sall, il était là juste pour occuper le poste. Oui, mais il n'a pas assumé. Il était là pour gagner le poste, pas pour l'occuper. Il a montré qu'il ne veut pas. Au moins, quelque chose qu'on peut lui reprocher, il a montré qu'il ne veut pas, il est parti. Amadou Ba, il ne veut pas. Mais Amadou Ba, il veut. Non, il veut Je pense qu'il n'a pas renoncé quand même à ses intentions. Il n'a pas renoncé, mais il ne veut pas accomplir ses missions de parlementaire. Ça, oui, je suis d'accord sur cet angle-là. Il doit être député à 100%. Oui, on est député. Sonko était député à 100% jusqu'à ce qu'il soit, voilà. Il doit être député à 100%. Parce qu'occuper le poste pour se munir de cette immunité-là et ne pas assumer sa responsabilité, ça aussi c'est quelque chose. C'est un angle d'attaque sur lequel on peut lui reprocher. Exactement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ça que moi, ce que je lui reproche. Il doit assumer sa responsabilité de parlementaire. Parce qu'un parlementaire, comme un président de la République, c'est des gens qui sont élus par le peuple. Donc, moi, je vois, s'il dit, par exemple, il ne veut pas être parlementaire, il n'a qu'à d'abord le dire, je ne veux pas être parlementaire. Le mandat, le peuple peut le donner à une autre personne capable d'assumer cette responsabilité-là. Si vous pensez que votre lobbying international ou bien vos préoccupations ne vous permettent pas d'assumer ce rôle de député-là, il ne faut pas assumer le poste, il ne faut pas accepter le poste, il faut le passer à une autre personne. Quel que soit aujourd'hui ce qu'on peut reprocher à Macky Sall, il a su vraiment, à un moment donné, dire, moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Et c'est bien, c'est comme ça. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Parce que le peuple ne doit pas vous payer pour que vous vous absentiez tout le temps. Oui, c'est-à-dire que là, il l'utilise pour ses fins politique à lui. Il l'utilise pour se couvrir et après, il ne l'assume pas. Ça, oui, je suis d'accord. Et du coup, parlons toujours du passage d'Ousmane Sonko. Il a parlé des bourses à l'université Cheikh Anta Diop. Il dit que le Sénégal paye 4 fois plus de bourses que la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est beaucoup plus peuplée. La Côte d'Ivoire, économiquement, a une meilleure assise que le Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on doit faire?
Vous voulez dire, par exemple, le budget alloué au paiement des bourses au Sénégal est beaucoup plus élevé que celui de la Côte d'Ivoire. Exactement. Est-ce que ça ne veut pas dire que... Est-ce que... Bon, parlons par rapport à ce budget-là. Quelle est la taille de la population estudiantine sénégalaise à qui ce budget est destiné? Est-ce qu'on a le comparatif de ce nombre par rapport aussi au nombre d'étudiants ivoiriens qui sont boursiers? Ça doit être... voilà. Avant de comparer, je pense que niveau population, la Côte d'Ivoire peut avoir une population beaucoup plus importante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Ousmane Sonko parle aussi d'une probable réforme du système d'attribution des bourses? Ça peut être, oui. Nous on les a élus pour qu'ils réforment, oui. Exactement. Si par exemple des bourses sont attribuées à des gens qui ne sont pas étudiants, là, des audits doivent être faits et que tout simplement, la ligne... On doit faire la même chose qu'on a fait avec le budget. Non, mais moi, je ne pense pas qu'il parle de personnes qui ne sont pas qui n'ont pas le droit d'avoir les bourses, mais il parle plutôt d'une certaine réforme qui permettrait de payer aux étudiants. Je ne sais pas si c'est exactement ça, de payer aux étudiants les mois qu'ils sont à l'école. Ah, mais l'étudiant aussi, l'étudiant travaille... Est-ce que c'est pas ça? L'étudiant travaille à temps plein comme étudiant. Oui. S'il a 2 mois de vacances, oui, il mérite sa maigre bourse quand même. Parce qu'il y a, vous savez, c'est pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un des ministres qui disait que au Sénégal, on paye les étudiants de l'ICAD, par exemple, leur nourriture est subventionnée. Oui. Pourtant, ceux qui sont dans les ISEP, ils ont les mêmes bourses et ils ne sont pas subventionnés. Pourtant, ceux qui ont une subvention, c'est eux qui font plus la grève. Mais je pense qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes conditions. Pourquoi? Les ISEP, c'est les étudiants qui sont dans les centres de formation. Là. Exactement. Oui. Ils ont de meilleures conditions. Non, mais comment meilleures conditions? Mais en général, c'est des types nourris et logés. Non. Les ISEP, non. Il n'y a pas de... Les ISEP, je ne pense pas qu'il y ait même des campus. Hein. Mais est-ce que leurs bourses sont pas beaucoup plus importantes? Non. C'est les mêmes bourses qu'on attribue à tout le monde. Mais ce qu'il disait, c'est que ce qui l'étonne, c'est que ceux qui n'ont pas de bourse, ceux qui ont des restos subventionnés, les tickets restos subventionnés, c'est ces gens-là qui sont là, qui font de la grève tout le temps. Oui, je suis d'accord. Les conditions à l'université de Dakar sont tellement difficiles que ce qu'on donne comme bourse ne suffit pas. Déjà, ça ne suffit pas. Du moment que ça ne suffit pas, émettre des critiques sur comment ça, c'est déjà... Il faut d'abord de meilleures conditions. Si les étudiants à Dakar sont dans les meilleures conditions au monde, on pourra faire des comparatifs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dakar a été conçu pour 5 000 étudiants à l'époque où nous étions là-bas. Je vous parle de 2015. Dakar était conçu pour accueillir 5 000 étudiants. On était à peu près 95 000 étudiants. Vous voyez donc, dans des conditions pareilles, on ne peut pas se dire non, je suis désolé. Il y a déjà, non, au Sénégal, les étudiants ne sont pas. Il y a des gens qui disent, OK, les étudiants sénégalais ont de la bourse, oui, mais cette bourse-là, en général, pour ceux qui sont à Dakar et aujourd'hui à Saint-Louis, ne sert pas à grand-chose. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, je pense qu'il faut mettre les étudiants dans de meilleures conditions avant de les demander des efforts supplémentaires. Ils font déjà des sacrifices pour avoir leur diplôme. Ça, je vous le dis. D'accord. Et aujourd'hui, les conditions se dégradent. OK. Les conditions se dégradent. Et du coup, si on parle de l'agriculture, l'élevage, au même moment, il y avait le salon de l'agriculture, de l'élevage qui était à Saint-Louis, je ne sais pas comment on l'appelle, salon ou cérémonie, où était son excellence. Du coup, on a soulevé des problèmes, surtout pour l'élevage, comme le manque d'alimentation, les soins, l'eau et le vol de bétail comme principal problème ou principal handicap de l'élevage au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui qu'on peut faire comme réforme pour résoudre définitivement ce problème-là? Après, on reviendra sur l'éducation, je dirais. Le secteur de l'élevage au Sénégal, ça reste un secteur informel.
Et c'est très difficile d'avoir la main sur quelque chose qui n'est pas formalisé. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a des éleveurs, par exemple, qui ne sont pas très connectés au système, que parfois même, ils peuvent avoir leur troupeau qu'il y a, par exemple, des problèmes de maladies avec les animaux, qu'ils ne remontent pas, par exemple, aux autorités compétentes, qui peuvent prendre des mesures. Parce que ce n'est pas des gens répertoriés sur des fichiers, il n'y a pas de base de données aujourd'hui. Il n'y a pas de base de données. Exactement. Ça, c'est ton domaine. Ça reste informel. Donc, je pense que là... ça reste informel. Là, je vais te couper, désolé, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir une base de données des éleveurs? Il faut d'abord formaliser les choses. En fait, c'est-à-dire, les gens doivent se déclarer. Oui. Les gens doivent se déclarer. Je suis Amadou Sow, j'habite à Djiguilogne, quelle est mon activité, quels sont le nombre de bétail que j'ai, quel type de bétail j'ai, quel type d'activité j'exerce. Ça doit être disponible aux autorités locaux. Est-ce qu'en tant que data scientist, vous pensez que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans ce domaine? Oui, parce que le problème du Sénégal, c'est qu'on laisse beaucoup de choses à l'informel. C'est-à-dire que même pour accompagner ces gens-là, ces dignes Sénégalais-là qui sont dans ces secteurs-là, c'est très difficile. Parce qu'il n'y a pas ce suivi. Et quand on fait que le secteur reste informel comme ça, c'est difficile de mettre en place des politiques efficaces. Vous savez, on parle de l'agriculture et de l'insécurité qui va avec. Vous voyez, les agriculteurs ou les éleveurs. Oui, on parle d'agriculture avec grand A, quoi. Voilà. Les éleveurs, il y a des éleveurs qui ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils ont besoin d'abord de formation et d'information. Le Sénégal, le gouvernement du Sénégal doit aller vers ces braves hommes pour d'abord les former et les donner l'information nécessaire. En retour, ces gens-là doivent aussi se formaliser. Se formaliser, s'enregistrer et que chacun sache qui effectue quoi comme activité. Aujourd'hui, en France, on sait que chaque agriculteur est contrôlé. Même s'il y a naissance aujourd'hui dans ton troupeau, tu enregistres comme on fait l'acte de naissance à l'état civil. Comme ça, on sait ce qui entre, ce qui sort. Par exemple, si un animal va à l'abattage, il y a un contrôle qui se fait. Au Sénégal, ça ne se fait pas. Les agriculteurs, les éleveurs, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui a 500 ou en tout cas un nombre très important de bétail. S'il les vend ou les revend, il ne paye pas de TVA. Parce que ça va se faire de manière informelle dans ce qu'ils appellent les darals. Est-ce que le gouvernement du Sénégal gagne quelque chose sur le TVA de quelqu'un qui vend son taureau à 1 million? Non. Parce que c'est pas... Voilà. Donc, il faut que... Donc, vous voulez qu'on fiche. C'est ça. Il faut ficher les... Exactement. Si on les accompagne à se formaliser, on pourra maintenant dire que, OK, vous avez 4 gros taureaux à vendre. Si vous les vendez, le 20% ou 5% du prix va aller aux caisses de l'État. Parce que si j'achète même si des chips au Sénégal, dans le supermarché, il y a la TVA qui est prélevée. Exactement. Mais aujourd'hui, avec le mode actuel de l'élevage au Sénégal, j'en ai des parents qui sont dans cette activité, mais l'État ne gagne rien. L'État ne gagne rien parce que l'État aussi ne les accompagne pas. Mais aussi en cas de maladie, c'est l'État qui doit. Voilà, parce que si des maladies graves commencent à ravager, il faut que l'État prenne des mesures. Mais là, ils prennent des mesures parce que le truc s'est déjà proliféré. Si on était au plus proche des gens, les informer, parce que l'agriculteur en France ou l'agriculteur dans les pays développés n'a pas du tout la même façon d'exercer son activité que l'agriculteur ou l'éleveur sénégalais. Le Sénégalais, il est dans son coin. Pour eux-mêmes, ils n'ont rien à voir avec le gouvernement. L'État, oui, j'avoue. Du coup, comment l'État peut contrôler leur activité? Je pense que ce serait difficile aujourd'hui. C'est ça, il faut les former. De les faire savoir que vous devez contribuer. L'enseignant, il paye ses taxes. Voilà. Vous aussi, à travers une formation que vous aurez et un suivi que vous aurez un élevage beaucoup plus productif. Exactement. Et à travers cette productivité-là,
Et vous allez contribuer à la construction de votre secteur. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, il y a une maladie qui arrive, l'État, pour régler ce problème-là, il ne va pas s'appuyer sur des fonds générés par l'élevage. Non, par l'activité. Il va aller puiser sur des fonds Sur ses réserves d'autres secteurs pour aller pomper. Pour régler le problème. Donc, d'où le problème de la formalisation. Voilà. Et franchement, il faut former les gens. C'est ça qui... Si le Sénégal reste dans son modèle économique, où l'activité n'a... C'est-à-dire qu'on n'a aucune trace de l'activité de ces gens. J'avoue, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace du tout. Aujourd'hui, s'il y avait formalisation, je vais vendre par exemple mon bétail, je peux le vendre via Wave. Dès que ça rentre sur le système-là, l'État peut commencer à traquer, à activer ses activités. Donc, il y a moyen en tout cas d'engager ce sentier. Il faut ficher le bétail alors. Oui, c'est ça. L'activité, c'est-à-dire quels sont le nombre d'agriculteurs ou le nombre d'éleveurs sénégalais qui détient quoi en fait. Ficher chaque. C'est ça. Qui détient quoi? Et cela nous permet, je pense aussi, d'éviter le vol de bétail. Ben voilà. Parce qu'avant d'abattre un animal, il faut des autorisations. Il faut des autorisations. Parce que l'animal aura déjà sa carte d'identité. S'il disparaît, on pourra le traquer. Où est-ce qu'il est mort? On pourra le traquer. Comme ça s'est fait dans les pays développés. Oui, j'avoue. Oui, parce que là, tu vois que même les chats, même les chiens ont des carnets de santé. Ben oui. C'est-à-dire qu'il faut formaliser les choses. Le commerce au Sénégal, c'est encore un domaine où c'est très difficile de formaliser. Et on ne peut pas continuer à... C'est-à-dire, il n'y a pas un pays développé dont le modèle est basé sur ce qui se passe au Sénégal. Exactement. Il y a Boule de Maths qui dit « Elage, un grand scientifique ». Je ne sais pas, c'est qui Boule de Maths. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui commentent. Il y a une grande ressemblance dans la voix. Ah bon? Je ne savais pas. C'est votre frère? Non, ce n'est pas mon frère. Mais on nous confond toujours. C'est ça. C'est vrai. C'est ML. Tu connais ML? ML. Boule de Maths m'a dit c'est ML. ML. Non, ML. Bon, ML, ça. ML ou Amel, je ne sais même pas. Je connaîtrais beaucoup les ML en tout cas. Mais bon. Du coup, je voudrais qu'on parle aujourd'hui un peu de la sous-région aussi. Et là, vous avez l'armée sénégalaise qui a fait une offensive, qui est en train de faire une patrouille avec l'armée malienne dans la région de Kayes au Mali. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de joindre la lutte des deux côtés, ML2 des USA? Lamine, Mamadou Lamine, MLT. MLT, ok, MLT USA. Yeah. Ok. New York, bonjour. Bonjour New York. Mamadou. MLT. Du coup, il y a l'armée sénégalaise qui est en train de faire avec l'armée malienne dans la région de Kayes, c'est-à-dire c'est la région qui est la région du Mali qui est frontalière du Sénégal et qui est en train de faire des patrouilles. Est-ce que vous pensez qu'au finish, on finira tous pour résoudre le problème du terrorisme d'envoyer des troupes là-bas? Je pense que qui veut la paix prépare la guerre. Ben voilà. Aujourd'hui, on sait que il y a des petits groupes qui se forment dans pas mal de pays pour soit pour réclamer une certaine indépendance ou soit malheureusement pour avoir des activités à connotation terroriste. J'aime pas très bien le mot, franchement, mais je pense que comme on sait tous que le Mali a fait face à ces problématiques-là depuis des années et que le Mali... Moi, je ne fais pas de distinguo entre le Mali et le Sénégal. C'est le même peuple, franchement. Si les Maliens ne sont pas en paix, nous, Sénégalais, on ne le sera pas. Donc, qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, avoir des actions conjointes pour éradiquer ce type de mouvement, pour éviter que ce type de mouvement se forme, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'on est dans la prévention. Ouais. Et c'est toujours mieux
Voilà. Donc ça, c'est une excellente idée. Et je pense que les peuples sont les mêmes. Moi, je le dis toujours dans mes... Voilà, le Mali, le Sénégal, je pense qu'on sait tous que c'est Berlin qui nous a séparés. Ouais. On a tenté le coup à l'indépendance pour rester en même pays. On n'a pas réussi en tout cas. Mais on doit juste comprendre qu'on est le même peuple. Et des deux côtés des frontières, il y a des familles qui sont vraiment soudées. Même parfois, je mets la Mauritanie dedans. Donc, si quelque chose se passe dans notre frontière, je pense qu'il est légitime de prendre des actions préventives pour éradiquer ça. Comme ça, voilà. Parce qu'il y a des gens qui croient au Sénégal qu'on ne va jamais confronter à ces problèmes. Mais ce qui s'est passé en Casamance ne s'appelait pas terrorisme. Mais je pense que ça a gangréné, ça a entraîné le Sénégal dans ces moments les plus sombres. Exactement. Donc, on a déjà vécu ça. Et on a eu à perdre quand même beaucoup de soldats dans voilà. cette zone. Et c'était des Sénégalais qui mouraient dedans. Des pères de franchement, famille. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à saluer. Il faut des actions conjointes et voilà. Et je pense aussi que dans cette affaire-là, comme je disais, la lutte contre le terrorisme sera une lutte africaine, avec des stratégies africaines menées par des soldats africains déployés sur le terrain et commandés par des Africains pour résoudre le problème. En tout cas, personne ne viendra de l'extérieur pour nous défendre. Même s'ils font semblant de nous défendre, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Je vais vous donner juste un exemple. Les États-Unis, ils ont déployé combien de soldats en Afghanistan pendant 10 ans ou 15 ans? Et finalement, ils sont finis par sortir par le toit, fuir. Vous prenez les 3 pays aujourd'hui, Niger, Mali, Burkina, ils font presque 2 fois Afghanistan. Et aujourd'hui, vous voyez l'effectif de ces 2 armées-là. Ce n'est même pas le quart des soldats déployés par les États-Unis en Afghanistan. Donc, il leur faut aujourd'hui 2 fois ou 3 fois le nombre de milliers de soldats, centaines de milliers de soldats déployés par les États-Unis pour faire ce que les États-Unis ont fait, c'est-à-dire échouer. Donc, c'est sûr que moi, à mon humble avis, la question sécuritaire en Afrique de l'Ouest sera a besoin aujourd'hui d'une réponse africaine, d'une stratégie africaine déployée sur le terrain, et la guerre sera menée par des Africains. Je pense que si on prend les mesures idoines, on peut éviter d'en arriver aux armes. Et c'est la meilleure solution d'ailleurs. Donc, il faut que les gens... La question de la sécurité intérieure ou extérieure, elle doit être prise au sérieux. Parce que, franchement, c'est quelque chose de très, très important. Donc, niveau CEDEAO, en tout cas, CEDEAO et les organismes, en tout cas, qui sont en tout cas comme la CEDEAO, les Africains doivent se parler et essayer d'assurer à eux-mêmes leur sécurité. Il n'y a personne qui viendra pour nous protéger. Et si d'autres viennent de l'extérieur pour nous proposer, ce sera contre quelque chose. Oui, en contrepartie, il y aura quelque chose, ça voilà. C'est sûr. Donc, la souveraineté ne se négocie pas. Ne se négocie pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, mettez les moyens nécessaires, mettez les politiques adéquats pour que la sûreté et la sécurité de la zone soient assurées. Et il faut des actions coordonnées entre États, entre organisations. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a 2 organisations majeures dans la sous-région. La CEDEAO et ce qu'on appelle l'AES. Donc, ils doivent travailler comme des organismes frères parce que les peuples sont frères. Ouais. Et je pense qu'il faut œuvrer à ce que l'Afrique de l'Ouest soit épargnée de ces difficultés-là. On sait aujourd'hui ce qui se passe en Afrique de l'Est. Je pense à nos Somalie et autres là. Voilà, à nos amis congolais, avec le M23, le Rwanda et tout. Oui. Franchement, voir la guerre en Afrique et que les gens n'en parlent pas, parce que voilà, ceux qui meurent, c'est les Africains. Et si un Africain meurt, je pense que ça fait pas écho. C'est quelque chose qui doit encore nous réveiller. Est-ce que aussi c'est pas ce qu'ont compris les deux
les deux ministres de la Défense, c'est-à-dire du Sénégal et du Mali, Biram Diop et Sadio Kamara, le fait parce que il y a eu toujours une patrouille tripartite dans la frontière Sénégal, Mauritanie et Mali. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une patrouille qui est sur la lisière frontalière, mais qui est déployée totalement sur le territoire malien. Est-ce que aussi, je me dis, est-ce que les deux ministres n'ont pas compris qu'en réalité, il faut les traquer? Ils sont plus informés que nous. Il faut plus les attendre. Il faut les traquer et pour les traquer, il faut se déployer dans leur zone. C'est-à-dire, il faut frapper sur le nid. Voilà, la source. Ouais, exactement. Il faut aller à la source. C'est ça la prévention. Exactement. C'est-à-dire que faut pas, si on ne doit pas subir. Si vraiment cette activité, en tout cas ces groupes terroristes, persistent depuis l'intervention de ce qu'on appelait Barkhane jusqu'à là, il y a un problème. Donc, pour régler le problème, il faut aller à la racine. Ne pas subir les attaques, mais essayer d'aller. Ne pas laisser les groupes se former, en fait. Exactement. Parce que s'ils se forment et déploient leur stratégie, ils vont frapper. Et c'est là que les gens attendent jusqu'à ce qu'ils frappent avant de réagir. Pour réagir. Mais voilà, non. Ok. Et il faut déjà les empêcher d'avoir cette activité-là. Ouais. Parce que ça ne fait que reculer le continent ou la zone. On a d'autres problématiques beaucoup plus urgentes à gérer que de s'entretuer entre frères parce qu'on croit à ceci ou à cela. J'avoue, c'est ça le problème. Le problème de la croyance doit être laissé à chaque individu. En Afrique de l'Ouest, on est tous issus de familles où une partie est chrétienne, l'autre est musulmane, l'autre est tchédo, animiste. Ouais. Et ça ne pose pas de problème. On sait tous que les problèmes de croyance, là, ça doit. Ça vient de la liberté individuelle de la personne. Mais est-ce que aussi le terrorisme, c'est une question de croyance? Si. Moi, je pense que non. Si. Moi, je pense que c'est le nouveau impérialisme. Non. Parce qu'il y a des gens qui tuent toujours au nom de la religion. C'est-à-dire que. Oui, mais est-ce que les impérialistes aussi ne sont pas venus se cacher derrière ces gens-là? Ça, je ne vais pas dire non. Peut-être que je n'ai pas les éléments pour les vérifier. On peut avoir des choses comme ça. Mais je ne pense pas que ce sera un coup sale. Parce que ceux qui veulent cet impérialisme-là ont des partenariats avec nos pays. Oui. Donc, je ne peux pas voir un partenaire venir financer du terrorisme qu'il combat même dans son sol. Ça, je refuse de le croire, même si ça existe. Mais en tout cas, je pense que vraiment, il y a un lien entre impérialisme et terrorisme. Parce que les terroristes ne s'implantent jamais dans une zone où il n'y a pas de ressources. Oui, mais les Africains... Et si vous voyez aussi l'autre élément qui le prouve, les pays qui sont les plus confrontés au terrorisme aujourd'hui, c'est les pays où il y a plus de croyants musulmans. Donc, est-ce que s'ils étaient dans les djihad, ils n'allaient pas chercher des personnes qui ne sont pas musulmans pour les convertir? Parce que c'est comme si tu te dis, moi, je me bats pour que tout le monde devienne français. Au lieu d'aller voir ceux qui ne sont pas français, tu viens chercher ceux qui sont déjà français. Ouais. C'est paradoxal, quoi. Moi, oui, c'est un peu... C'est pourquoi mais là où ils attaquent les... Parce que... Ils attaquent les mosquées et voilà, les humains. Très bien. Je pense que c'est des gens qui disent que la manière dont ils pratiquent n'est pas... Franchement, c'est là où je dis, par exemple, pour des questions religieuses, la question religieuse... Il y a Papus qui dit qu'il faut marquer une présence subtile, dissuasive, sans créer un fond visible dans l'Est. Ouais. C'est bien, c'est exactement ça, c'est important. Il faut être présent. Il faut être présent. Et il faut être dans la prévention. Montrer qu'on est là. Voilà. On est prêt à il faut dissuader, il faut montrer ses muscles. Parce que voilà, malheureusement, il faut en arriver là avec ce problème. Mais moi, je crois que si on attaque en Afrique de l'Ouest des pays avec un taux de musulmans très élevé, des gens viennent tuer quand même au nom d'une quelconque religion, ça, moi je pensais, on pouvait parler de terrorisme dans n'importe quel autre pays du monde, sauf au sein des pays qui se disent même musulmans.
Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pourquoi je dis que le terrorisme n'est pas une question de religion en réalité. C'est une question d'impérialisme. Les impérialistes ont créé le terrorisme de toutes pièces parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas de la Syrie, la personne, je ne sais pas comment il s'appelle, Al-Julani. Al-Julani était quoi? C'était un Israélien qui est passé par la Mossad, qui est passé par l'État islamique. Et aujourd'hui, c'est lui qui a fait fuir Assad. La famille Assad. Et après, vous avez vu que les gens qui le critiquaient, c'est eux qui l'applaudissaient. Et après, vous avez vu que les États-Unis, à un moment donné, ils ont travaillé avec Al-Nusra dans cette Syrie-là. Al-Nusra qui est une filiale de Al-Qaïda. Donc, vous voyez que eux, en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est de leurrer les gens, mais tout en restant près des ressources à pomper le maximum. Ouais, mais... Parce que si vous voyez les entreprises, par exemple, l'armée américaine aujourd'hui qui est en Syrie, mais ce n'est pas une armée de fantassins, c'est des ingénieurs, des spécialistes de la géologie, des machines capables de pomper du pétrole à n'importe quelle profondeur aujourd'hui. C'est des gens qui sont en Syrie aujourd'hui, avec quelques militaires armés. Et ils vous disent qu'ils sont là pour combattre le terrorisme, mais en réalité, non. C'est la même chose qu'ils ont fait en Irak. En Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir tué Saddam Hussein? Ils ont affamé la population, ils les ont du pétrole contre nourriture. Vous nous laissez pomper le pétrole, on vous donne de la nourriture. Les tankers étaient à côté. La population a accepté, ils ont pompé ils ont descendu ils ont rempli leurs tankers et descendu des cargaisons de nourriture, de farine. Donc, en réalité, ils disent terrorisme, mais c'est juste le nouvel impérialisme. Ouais, bon, c'est complexe, hein? Oui, c'est très complexe comme question. Parce que... Mais ça, malheureusement, ça se passe que dans cette zone-là, et c'est compliqué. Mais je n'aurais pas vraiment beaucoup d'arguments là-dessus parce que ça reste une question complexe. Par rapport maintenant à ce terrorisme d'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est un peu différent. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, c'est des groupuscules qui se forment. C'est des gens même qui sont issus de la population. Mais maintenant, qu'est-ce qui les... La problématique, c'est qu'est-ce qui les amène à se rebeller contre l'État, contre la population même, parce qu'ils vont jamais atteindre l'État. Oui, il y a une réponse qui est là, 007, qui dit « Ils recrutent dans les pays musulmans car il y a des musulmans qui croient à ces bêtises. » Voilà. Je pense que c'est ça. Il y a ce problème de croyance. Je pense qu'il y a l'adage qui dit que la religion est le pire des peuples. Mais je pense qu'on est en train de vivre ça en 2025. Le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans monde. Comment ils le disent encore? J'ai oublié. Franchement parlant. Parfois, quand je regarde certains conflits, parce que je crois à un machin, tu ne crois pas à l'autre machin, mais chacun doit avoir la liberté de croire à ce qu'il veut. J'avoue, je suis d'accord. Franchement, si les gens se toléraient maintenant ça, le vivre ensemble ne serait pas mis à mal. Je te jure. Mais croire, par le fait simple de croire que ce que je crois est plus fort que ce que l'autre croit, et que moi alors qu'on ne fait que croire. Le fait de ne pas croire en ma religion fait de toi une personne qui mérite la mort. La mort. La peine de la mort parce qu'il ne croit pas à ce que je crois. Mais on parle de croire quand même, monsieur. Merci beaucoup, Adam Silla. On parle de croire. Donc, il faut que les gens se libèrent. Parce que je pense que dans la croyance, il y a une part de la raison qui disparaît. Oui. Donc, on ne doit pas véhiculer ça. Mais c'est pourquoi on te dit crois et tu comprendras. On ne comprend pas et on croit. On croit et après on comprend. Bon, je ne vais pas philosopher là-dessus. Mais franchement, remettez le verbe croire à sa simple définition et voir que croire l'humanité, je pense d'une personne en face de toi est plus sacré que ce qu'on peut croire. Oui, l'humanité est plus sacrée que ce qu'on croit. Je peux croire, mais jusqu'à ôter la vie à un humain comme moi. Vraiment, il faut poser les deux en fait.
Il y a un humain. Moi, ce que je comprends pas dans le terrorisme, c'est qu'il tue plus de musulmans que de non-musulmans. Voilà. Si vous voyez, s'il y a un non-musulman qui est mort, il y a 10 qui sont tués de l'autre côté. C'est ça que je ne comprends pas avec le terrorisme. C'est ça. C'est comme les groupuscules de l'extrême droite dans certains pays qui attaquent aussi. C'est parce que, à partir d'un certain seuil de leur croyance, ils pensent que soit ils sont menacés, soit l'autre là ne veut rien, et il faut lui infliger la peine de mort. Ouais, il y a Papy qui dit que ces groupes sont toujours sponsorisés et déroulent l'agenda des marionnettistes. J'avoue, c'est vrai, hein, ce n'est pas des groupes qui sont sortis de nulle part. Parce qu'une personne qui n'est pas capable de te construire une bonne case, s'il parvient à se balader avec des fusils d'assaut, des mitrailleurs M16 et tout, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière. C'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un. Franchement, on doit en tout cas essayer de passer outre. L'humanité est sacrée. La vie de l'humain. Quelle que soit l'avancée de la science aujourd'hui, on n'est pas capable de réveiller un monde. Ce n'est pas une histoire de religion ou de croyance, c'est de la politique. Exactement ça que je crois. Voilà. C'est de la politique, exactement. Donc, on va le maquiller en terrorisme. Parce que quand on dit terrorisme, le terrorisme a une connotation un peu liée à une certaine croyance, en fait. Oui, mais c'est eux qui l'ont fait croire que c'est une question de religion pour pouvoir recruter les naïfs. Ah oui. Parce que si on te dit, par exemple, toi, tu es là, tu vois une personne là-bas qui te dit, ah, moi, je suis parti dans telle université du Moyen-Orient, j'ai appris telle chose, alors que lui, il était là-bas juste pour subir un lavage de cerveau. Après, il revient, il te dit, c'est ça la religion. Il commence à te dire, ah, on va faire ce que tel nous a eu, le prophète l'avait fait, alors que c'est pas pareil. C'est fini, le djihad où on tue les gens, c'est fini. Maintenant, c'est le djihad nafsi qui est à la mode, c'est-à-dire le djihad contre toi-même. Mais la religion, est-ce vraiment notre culture? Dirigeons-nous. Ouais. Demba Diop. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Ça, c'est une question plutôt kémite. Je pense que c'est les kémites qui sont plus habilités à répondre à ces questions-là. Exact. Eux, ils nous disent que la religion, toutes les religions occidentales et du Moyen-Orient là doivent être abandonnées par la race noire parce que c'est pas leur religion. Oui, il y a des groupes comme ça. J'en ai vu c'est des Sénégalais. Ils se disent que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit revenir à la croyance traditionnelle. Parce que les Africains étaient bien dans le coin quand les gens qui sont venus évangéliser n'étaient pas encore là. Et quand les Arabes venus avec leur commerce berbère introduisent l'islam, n'étaient pas encore là. Tous les deux sont arrivés dans notre continent et nous ont dit, OK, toutes les générations qui sont succédées dans